Valérie a toujours rêvé grand. Des défilés de créateurs à la vie associative, elle a su écouter sa petite voix intérieure. Salut Valérie, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va, merci. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Moi, je suis très contente d'être là. Ouais, je suis très contente de te recevoir aussi. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Donc, dans quel environnement tu as grandi et ce que tu fais aujourd'hui? Alors, donc, moi, c'est Valérie, j'ai 32 ans. Je suis d'origine philippine. J'ai grandi dans une famille, on est 2 enfants. Et j'ai grandi, donc je suis née en France, je suis née dans le 18e et on a bougé ensuite dans le 16e et après dans le 77. Ok. Et c'est important de le savoir, peut-être qu'on en parlera après, mais donc du 16e à la banlieue du 77. Ça, c'est mon cadre de vie, avec du coup 2 parents immigrés des Philippines et un petit frère. Ok, donc une enfance plutôt classique, heureuse, tout se passait. Oui, classique, heureux, tout se passait très bien. Et justement, j'aime beaucoup parler de la transition entre le 16e Oui. et le 77, ou le 7-7 comme on dit Mmh. chez nous, parce que comme beaucoup de familles immigrées, en tout cas de la mienne par exemple, c'est vrai que j'ai grandi dans le 16e, mais dans une chambre de bonne, parce que mes parents, encore aujourd'hui, sont hommes et femmes de ménage. Ok. Et ce qui a beaucoup déterminé ma détermination justement Oui, aujourd'hui, qui m'a construite, parce que je les ai vus travailler très 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 dur. très durement et de façon avec une éthique de travail qui était assez impressionnante. Et donc chambre de bonne jusqu'à je crois mes 8 ans. Donc à Ouais. 4 À 4 dans une dans chambre. une chambre de bonne exactement, lit clic-clac, il y avait mon frère et moi, mes parents par terre. Et Ah c'est une oui. très bonne enfance, hein, vraiment. Je trouve que c'est important d'en parler parce que Ouais. c'est la réalité de la vie et c'est ce qui m'a menée aujourd'hui, on va pas se mentir. Et avec, tu vois, donc je crois que c'était au 8e étage, Ouais. ascenseur, tu vois, sur le bas-côté et la salle de bain dans le couloir. Ah Donc on fait ouais. beaucoup malade avec mon frère. Ça, c'était le cadre du début. Et ensuite, déménagement dans le 77 où mes parents, enfin, ont pu acheter une maison qui était pour nous un château. Bah oui, Du tu coup, à m'étonnes. 2 Oh, étages, jardin, enfin, trop bien. Dans la ville de Logne, qui est une d'accord. très jolie ville, autour de lacs, etc. Et c'est là que, du coup, je trouve que c'est 2 transitions qui sont assez intéressantes de ma vie Bah oui. et qui a montré le travail, en fait, le résultat du travail de mes parents pendant toutes ces années. Et peut-être encore, il y a une transition entre deux. C'est que, donc, comme je disais, je suis née en France, mais quand j'avais 4 ans, mes parents nous ont envoyés aux Philippines. Donc Ok. j'avais 4 ans et mon frère avait quelques mois. Parce que du coup, à l'époque, c'était très difficile d'avoir les papiers en France. Et du coup, mes parents ont fait étaient très stratèges. Donc mon père est resté en France, ma mère est allée au Canada. Et en gros, le deal, c'est que le premier qui avait les papiers officiels pour être Ouais. résident ou résidente du pays allait ramener toute la famille. Mais entre-temps, du coup, nous, mon frère et moi, on a grandi aux Philippines pendant 2 ans. Et ça, tu t'en souviens, cette Je m'en période? souviens, ouais, j'ai eu une éducation là-bas, hein. Ouais. J'avais 4 ans, donc je pense que j'ai des bribes de souvenirs, etc. Et ensuite, un peu de fouillis, mais enfin un peu flou dans ma Mm. tête, mais j'ai quand même des souvenirs. Et puis du coup, on est revenu, et puis c'est là que du coup, 16e et 77. Ok. Mais ça, c'est hyper intéressant. En vrai, je connaissais pas du tout cette partie de ta vie, mais je trouve ça hyper intéressant parce que ça montre vraiment les difficultés Mmh. auxquelles font face les immigrés et le fait que ça puisse en fait déterminer la suite de ta vie. C'est-à-dire que tu as vu tes parents travailler dur, tu as Mmh. eu des conditions qui n'étaient pas faciles, mais aujourd'hui, ça a fait que bah, tu Ah t'es oui, battu complètement. 10 fois plus. C'est avec le recul, hein, Ouais. aujourd'hui j'ai 32 ans, mais c'est vraiment avec le recul que je me suis rendu compte de l'impact que ça avait Mm. dans ma vie. Voir mes parents trimer, mais Bah, toujours c'est avec ça. le Ouais. sourire et pas trop nous montrer non plus que c'était la galère, tu vois. C'est avec le recul que je me suis dit, ah ouais, je passe d'une chambre de Ouais. bonne à un château de 2 étages. Pour moi, c'était vraiment le cas. On avait chacun notre chambre avec mon frère. Enfin, Ouais, c'est ça. et Ouais, on se pourtant, rend la même pas compte. première année, on était dans la même chambre parce qu'on n'avait pas l'habitude, Oui. tu vois. Mais oui, ça a un réel impact et je sais que c'est mon histoire, mais je sais, elle est pas Mm. unique, quoi. Il y en a beaucoup Ouais. de parents Mm. d'immigrés qui les vivent comme ça. Et ça a déterminé vraiment ma vie au fur et à mesure. Oui, bah oui, tu m'étonnes. Mm. Et à ce moment-là, tu te rendais compte que t'étais quand même différent des autres enfants? Parce qu'en plus, du coup, t'étais Mm. scolarisé dans le 16e. Oui. Donc, j'imagine que le contraste, il est énorme. Ah, complètement. En plus, j'étais scolarisée dans le 16e et je revenais des Philippines. Donc, j'avais complètement oublié le français, je pense. Ou Ok. c'est pas je pense, Ouais. je Oui, confirme. bah Je oui, parlais, forcément. du coup, ça s'appelle le tagalog aux Philippines. Ok. Et on m'avait, du coup, mes parents ont réussi à nous faire rentrer dans une classe spécialisée qui s'appelle Clean. C'était une classe, en fait, pour les enfants qui ne parlent pas la langue, mais qu'on remet à niveau quand même, quoi.
Ok. J'ai un peu des souvenirs pareils, mais c'est dans le 16e, vraiment Victor Hugo, métro Victor Hugo. Et au fur et à mesure, en effet, j'ai réappris la langue. Et du coup, par la suite, je crois que j'ai pu intégrer, quand on a déménagé du coup dans le 77, la primaire classique avec tout le monde, quoi. Classique. Ok. Ah, bah, c'est génial. Franchement, super Merci. Je témoignage. pense que c'est important d'en parler. À chaque fois, je l'oublie, mais c'est tellement important. Mais c'est hyper important parce que c'est. En fait, je pense que c'est commun à beaucoup de familles d'immigrés, c'est même sûr. Mais en fait, il y en a très peu qui en parlent parce que sûrement, il y en a certains qui le vivent pas très bien, qui, voilà, période compliquée. Mais je trouve ça bien que t'en Mais moi, parles. c'était le cas, hein, vraiment. J'ai beaucoup enfoui mon identité, etc. Et ça choque pas mal de personnes quand je dis ça, mais je dis souvent à des amis que j'ai compris et que j'ai appris que j'étais d'origine asiatique pendant le Covid. Quand il y avait la haine, c'était quoi, il y a 4-5 ans? La haine contre les personnes asiatiques. Parce que clairement, on nous met dans la même, dans la même boîte, etc. Et, mais oui, j'ai fait la paix pendant ce temps de confinement avec mon identité. Et c'est là que j'ai fait la paix aussi. Enfin, vraiment, c'est très nouveau que j'affirme que mes parents, si fièrement que mes parents étaient hommes et femmes de ménage. Je leur ai inventé un métier quand j'étais jeune, tu vois. Oui, t'assumais pas du tout. Alors que maintenant, je suis trop classique. fière, quoi. Oui, mais parce qu'aujourd'hui, tu sais que c'est aussi grâce à cette enfance que t'es ce que tu es aujourd'hui. Ouais, exactement. Mais quand t'es enfant, tu peux pas avoir cette réflexion. Et enfant, tu vois, j'avais même, même adulte. C'était, je crois, à 28 ans que j'ai fait le switch, tu vois. Oui. Et alors qu'avant, mais voilà. Non, mais c'est. Et donc, du coup, tu arrives dans le 77. À ce moment-là, tes parents, est-ce qu'ils avaient, j'imagine, des ambitions pour toi? Ou pas, ou c'était vraiment libre choix? Ah oui, une grande ambition. C'était. Donc, on arrive dans le 77, j'arrive en primaire, je me fais des amis, on reste là-bas 20 ans, donc ça fait du bien une stabilité et une liberté aussi dans les espaces. Et la seule ambition, mais ce que j'aime beaucoup avec mes parents, c'est que la seule ambition qu'il y avait, c'était vraiment de travailler dur, quoi. Des bonnes notes, réviser. Et après, vraiment, j'ai pas eu ils n'ont pas été très stricts. Je pouvais vraiment sortir. Il y avait une confiance, avec ses limites, hein, évidemment. Bien sûr. Voilà. En plus, je suis une fille, donc c'est vrai que mes parents, je vois bien la différence d'éducation avec mon petit frère. Ok, intéressant ça. Ouais, c'est clair. Et donc là, oui, la seule chose, c'était de bien travailler, bien réviser. Ce que je n'ai pas forcément écouté. J'ai failli redoubler ma 3e. Et c'est quand mes parents étaient convoqués au collège pour négocier tout ça. Je vois ma mère en pleurs devant le proviseur. Enfin, sur le coup, je me suis dit, ah la honte, elle pleure. Après, sur le coup, et après, avec le recul, je me suis dit, au même moment, à la même seconde, je me suis dit, ah ok, c'est chaud en fait. C'est important. C'est important. Et là, pareil, j'ai eu un switch en passant. Donc j'ai eu mon brevet, tout allait bien, j'ai révisé comme il fallait. Mais en revanche, au lycée, j'ai travaillé vachement plus dur. Quoi. Oui, t'avais compris que c'était important et que c'était pas juste pour t'embêter qu'ils faisaient ça. Quoi. C'est ça. Mais j'ai pas eu tu sais, le métier où on m'avait enfermée tout de suite. Oui, on t'a laissé être qui tu voulais. Exactement. Juste, il fallait que tu travailles pour que tu aies un bon métier. Tu galères pas, quoi. Ouais. Et donc, toi, à ce moment-là, tu rêvais de faire quoi? À ce moment-là, donc, chanteuse. Ah, trop drôle. Je pense comme pas mal de petites filles à ce moment-là. Donc, il y avait chanteuse. Je crois que je suis passée par vétérinaire aussi. Mais de façon plus sérieuse, en effet, il y avait vétérinaire et la mode. C'est vrai que plus jeune, dès le lycée, je pense même à la fin de collège, je savais que je voulais travailler dans la mode, notamment grâce à MTV, la série The Hills. Je sais pas si tu connais. Rapidement. C'est une série, comment on appelle ça, une série, une télé-réalité où en fait tu suis une jeune femme qui va du coup naviguer dans le secteur de la mode, etc., dans les magazines comme Vogue ou dans des agences, etc. Et en plus, enfin c'est presque ce que j'ai fait. Et je me suis dit ok, je l'ai vu, je vais faire la même chose et ça m'a beaucoup plu. Et au fur et à mesure, ça a influencé. J'ai commencé à être plus sensible à la mode, à comment je m'habille, au lycée en talons. Enfin vraiment, maintenant aujourd'hui, je me dis mais au lycée en talons quoi. Et on m'a laissé, enfin. Ouais. Bah, on t'a laissé qui tu voulais. Ouais, exactement. Ça, c'est trop bien. C'est un mélange entre la chance d'avoir su assez rapidement que je voulais travailler dans ça, mais en même temps, je rêvais grand, quoi. C'est-à-dire que mes parents m'ont permis ça, de rêver grand. Tu vois, vétérinaire, j'aurais pu complètement le faire, mais vraiment nulle en maths. Mais c'est pas quelque chose ils m'ont pas dit, non, mais t'es nulle en maths, tu vas pas y arriver, tu vois. Ils m'ont dit, ah, si tu veux, voilà. Et puis là, finalement, je suis allée dans la mode, mais je pense que ce qui m'a aidée, c'est un peu de chance. Beaucoup de travail comme mes parents me l'ont appris et aussi rêver grand en fait parce que je pense que ça on n'apprend pas à rêver grand et je pense que mon environnement en tout cas m'a aidé à le faire.
Ouais, mais ça c'est génial parce que du coup, tu as aucune limite et tu te dis tout est possible. C'est ça, exactement. Et c'est ce qui te permet de réellement aller loin C'est ça. dans tes projets. Puis dans ma famille, Mmh. personne travaille dans la mode. Enfin, Bah, comme tu c'est ce que j'allais disais. dire. Le contraste entre la vie qu'avaient tes parents Ouais. et tes ambitions. Enfin, ça devait être difficile en tant qu'enfant de se projeter et de se dire oui, je vais y arriver. Ouais. Parce qu'en fait, il y avait rien qui te Finalement, je me suis prédestinait. jamais dit ça, tu vois. Je m'étais jamais dit ça plus jeune, que ça allait être dur. Ouais. Limite, je pense que l'insouciance, on dit, c'est vraiment Ouais. cette idée de, je me rendais pas compte de la difficulté. Maintenant que, tu vois, je suis après plus de 10 ans de bagage dans ce secteur, je me dis, ah, si j'avais eu tout ce prisme-là aujourd'hui, enfin, à l'époque, plus jeune, je pense que j'aurais eu. Oui, tu aurais eu peur et Oui, je serais peut-être pas allée, tu vois. Oui, qu'à cette époque-là, tu te disais juste, je vais faire la même chose que cette jeune fille que j'ai vue. Elle le fait, elle habite à Los Angeles, et ben très bien, moi j'habite à Logne, très bien, je vais le faire aussi. Ouais, mais c'est génial. Mais aussi, tu avais tes parents qui te privaient pas dans tes rêves. Exactement, ouais. Et du coup, ça aide à vraiment se projeter. Oui, c'est clair. Et donc, tu fais quoi? Donc, tu rêves de mode. Comment tu fais, en fait? Je rêve de mode. Du coup, je rêve de mode. Je suis au lycée. Tout de suite, je savais assez rapidement. Donc, j'ai fait ça fait un moment. Mais du coup, j'ai fait ce qu'on appelle à l'époque le bac techno, donc STG, donc spécialité marketing. Et à l'époque, je me rappelle, j'étais très triste de rentrer là-dedans parce que on a cette croyance qu'il faut aller en général. Donc, c'était ES, je crois. C'est ça. ES. Ouais. J'avais évidemment postulé là-dedans, on m'a pas accepté. Et finalement, ce premier refus dans ma vie a été le meilleur. Voilà. Et du coup, je suis allée en marketing. J'ai eu mon bac. Et ensuite, je suis partie tout de suite en BTS communication. Parce que je savais que je voulais être dans la communication, dans la mode, ce qui était assez fou parce que je suis encore aujourd'hui, peut-être que ça se voit pas, mais je suis une personne timide et encore quand j'étais jeune, j'étais vraiment très timide. Vraiment, j'étais la personne où j'avais la réponse mais je levais pas la main. Je sais pas si ça te parle, mais j'étais pas timide, mais je vois exactement le profil. Et on dirait pas du tout, hein, quand aujourd'hui ça c'est ça t'a aidé justement. Ouais, exactement. Et du coup, donc je savais communication dans la mode, je commence par ça. Je me rappelle que tu te rappelles de enfin là c'est Parcoursup aujourd'hui, mais c'était APB. APB, ouais, c'est ça. APB. J'ai fait plein de vœux là-dedans, etc. Tout refusé. J'étais vraiment, c'était un échec, mais je me rappelle, j'en avais pleuré, etc. Et on n'avait pas les moyens d'aller dans l'école privée, quoi. Et donc, du coup, je me rappelle très bien de cette scène où, du coup, à l'intérieur, donc, dans notre château, dans le 77, il y a un balcon à l'intérieur de la maison et t'as la vue sur le salon. Et je voyais, moi qui pleurais et tout, je crois qu'il était vers 1h du matin et je voyais mes parents sur la table à manger en train de discuter de comment ils allaient faire, en fait, pour aller en privé, quoi. Et justement avoir l'argent, surtout. Alors, je pense qu'aujourd'hui, ça coûte plus cher. Mais avant, c'était déjà conséquent, c'était 8 000 € en tout. Et ça, on les avait pas, quoi, clairement. Et pourtant, mes parents ont réussi à se démener avec leur métier. Ils m'ont payé l'école, du coup, 8 000 € en BTS Com. Et donc là, évidemment, moi, en mode, non, mais il faut que je travaille, il faut que je oui, là, tu te dis, il faut que je travaille dur. Exactement. Tu peux pas rater. Tu peux pas rater, t'as la pression mes parents m'ont pas mis la pression, en tout cas de mémoire, mais en revanche c'était quand même quelque chose qui était là, quoi. C'était un poids sur les épaules. 8 000 €, quoi. Donc t'as intérêt à avoir ton BTS. Et écoute, j'ai pas envie de parler trop de chance parce que j'ai beaucoup travaillé, j'ai joué entre première et deuxième de la classe, donc j'étais trop contente. Et à la fin, du coup, j'ai eu mon BTS et puis finalement j'y suis allée, j'ai fait un marketing du luxe dans une école de mode. Les écoles de mode, c'est vraiment pas donné. Moi, je suis allée dans une petite école. Et ça, j'ai fait un prêt étudiant. Parce que c'est passé à, tu vois, 10 000 € l'année. Oui, là, c'était autre chose. C'était autre chose. Et surtout, j'avais promis à mes parents que c'était les 2 seules années qu'ils allaient payer et que s'il fallait que je fasse une pause après pour travailler et avoir l'argent. Exact. Finalement, j'ai eu beaucoup de chance après différents refus de banque. J'ai eu un prêt étudiant. Et finalement, dans cette école, j'ai fait que 6 mois. J'ai fait que 6 mois parce que à la fin de la première année, tu fais un stage. Et j'ai fait mon stage à Londres. Et là, en fait, ça a suivi mon aventure, ma carrière, en fait, parce qu'à la fin de mon stage, on m'a proposé un CDD et qui m'a menée par la suite à mon parcours, dont on parlera peut-être juste après, quoi. Et c'était un stage dans quoi? Relations presse. En fait, si tu veux, pour la petite histoire, je savais que je voulais faire un stage à l'étranger, ça c'était un objectif. J'étais allée à une expo aux arts décoratifs d'un designer qui s'appelle Hussein Chalayan. J'aimais beaucoup, c'était très avant-gardiste, pardon. Une table qui se transforme en robe
incroyable. Il était surtout très fort dans les années 90. Il était un peu comme Alexander McQueen à l'époque. Maintenant, un peu plus commercial parce que la réalité des choses font qu'il faut que tu fasses moins d'art, en fait. Et donc, à la fin de l'expo, donc je finis l'expo et puis je me dis, moi, je vais postuler. Donc, je vais sur le site internet, je cherche je sais pas, des contacts, tu vois, j'en trouve 2-3. Et puis, j'envoie mon CV. Et puis, c'est de là que ça a commencé, en fait. J'ai eu un entretien à Londres. J'ai eu 2 entretiens à Londres. Un entretien pour du coup Hussein Chalayan et un autre pour Vivienne Westwood. Vivienne, je l'ai pas eu, mais Hussein Chalayan, je l'ai eu et puis finalement tant mieux. Et c'est là en fait que j'ai fait mes 6 mois de stage. Et à la fin des 6 mois, donc en relation presse, c'est-à-dire que je m'occupais de toutes les demandes journalistiques qui venaient, notamment beaucoup je m'occupais du showroom. Donc c'était la première fois que je touchais des collections, des vêtements, mes premiers défilés à Londres, à Paris. Enfin, c'était incroyable. C'est incroyable. T'avais quel âge à ce moment-là? Non, mais je sortais du bac, donc j'avais 19-20 ans, quoi. 20 à 21 peut-être. Super jeune pour faire ça. Ah, j'étais vraiment... Et finalement, si tu dézoomes, j'ai un bac plus 2,5. T'as pas continué? J'ai pas continué. C'était un choix très difficile. Mes parents, c'était la première fois qu'ils me disaient « Non, mais il faut que tu aies ton master. » Et finalement, je me suis écoutée et j'ai eu la chance qu'ils m'aient laissé prendre cette décision. Et après les 6 mois, quand je suis rentrée en France, j'ai fait « Ok, je prends le CDD de 1 an. » Et finalement, de 1 an, 1 an et demi, je sais plus. Et finalement, j'ai fait 2 ans à Londres. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que j'ai couvert le congé maternité de la directrice presse. Oui, donc tu avais un gros poste. Donc après, j'ai eu un gros poste à 20 ans, tu vois. Et ça, c'est Hussein, du coup, le designer, était la première personne à me faire confiance et à voir mon potentiel. Et aujourd'hui, ça me marquera toujours parce que, pour la petite histoire, je lui envoie toujours un joyeux anniversaire tous les ans. Parce que en fait, je veux pas l'oublier. C'est vraiment pour lui. Tu sais que c'est en partie grâce à lui que exactement. Tu es aujourd'hui ce que tu es. C'est ça. Et ça a mené à plein de choses. Et puis les voyages, c'était un avant-goût de ce que j'allais vivre par la suite. Mais je me rappelle, il avait une opportunité pour défiler à Singapour. Je suis allée à Singapour en 5 jours. Pareil, il y a un événement à Istanbul. Je suis allée à Istanbul. Il avait absolument pas besoin de moi, mais il m'a dit "You're coming with me." Et à ce moment-là, parce que je me dis c'est quand même énorme qu'il t'ait fait confiance. Enfin, il a vu sûrement le potentiel en toi. Est-ce que tu as déjà eu cette conversation? Pourquoi moi? Avec lui? Oui. Non, jamais. Ça serait super intéressant. Bah oui, parce que tu étais jeune, tu te dis, il y avait peut-être d'autres personnes qui étaient sûrement plus qualifiées. Mais c'est sûr, c'est sûr. Et tu te dis, mais c'est toi qui as été choisie, quoi. Vraiment, c'est une bonne question. Je me sentais trop petite pour lui demander et surtout, j'ai saisi l'opportunité, tu vois. Et encore une fois, je pense que c'est cette insouciance, je me rendais pas compte de ce qui se passait. Et c'est maintenant, tu vois, que je déroule un petit peu, je me dis, ah oui. À 20 ans, j'étais la directrice presse d'une marque qui défile à Paris, à Londres et un peu à New York, à Singapour parfois. Enfin, c'était... Ouais, c'est énorme. Mais tu avais postulé en candidat libre? Oui, tout à fait. Il n'y avait pas d'offre de stage. Voilà. Enfin, il y avait une opportunité, mais je ne l'avais pas vue. Ok, mais j'ai donc provoqué... toi, tu as provoqué l'opportunité. Exactement. Ok. Donc ça, c'est ce qui est intéressant. C'est qu'à ce moment-là, tu avais déjà l'audace, entre guillemets, d'oser postuler à quelque chose qui n'a pas forcément d'offre. Mais oui, exactement. Et c'est encore quelque chose, je l'ai un peu perdu ça aujourd'hui. Je pense qu'avec tout ce que tu vis, l'âge, etc. Mais en revanche, à chaque fois, j'aime bien m'en souvenir pour me dire, non mais provoque en fait. Bah oui. Provoque l'opportunité. Au pire. Au pire, j'ai un vent. Voilà. Non, mais exactement. Et au mieux, t'as un boulot qui est incroyable. Oui, exactement. Ouais. Non, mais c'est trop bien. Et donc, t'es restée 2 ans à Londres? Je suis restée 2 ans à Londres. Je suis partie avant les JO, c'était en 2012, je crois, 2013. Et à ce moment-là, je me souviens, je voulais revenir à Paris parce que j'avais quand même 21 ans, ça me manquait, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai demandé, en fait, si Hussein avait des connexions à Paris et tout ça. Et je me rappelle que la directrice presse qui était revenue, du coup, m'avait mis en relation avec une agence qui s'appelle Carla Auto, qui est une des plus grandes agences de mode à Paris, dans le monde même. Et elle m'a mis en relation. À ce moment-là, il n'y avait pas d'opportunité. J'ai fait mince, tant pis. Je suis revenue à Paris. Je crois que j'ai fait un CDD dans une boîte qui mettait qui s'occupait des partenariats entre les marques entre 2 marques en fait. Et cette entreprise-là, je l'avais connue via Hussein. Encore une fois, vraiment les corrélations des opportunités, il faut vraiment pas lésiner sur le relationnel parce que tu sais jamais sur quoi tu peux c'est sûr. Les ponts que tu peux créer. Donc j'ai fait un CDD de quelques temps là-bas et puis je me suis rendu compte non, c'était beaucoup de contrats, j'ai beaucoup appris, etc. Puis finalement, j'ai réécrit à cette personne de cette agence et j'ai dit bon, écoutez, ça fait 6 mois, peut-être qu'il y a une opportunité. Encore une fois, je provoque le truc. Et à la fin, donc j'ai eu un entretien avec Isabelle, du coup, qui a fait que
Je dis son prénom parce que son prénom a un impact sur le reste de mon histoire aussi. Genre, je rentre en entretien, je me rappelle les premières questions. Tu mettrais qui au premier rang d'un défilé de mode? Et moi, première de la classe, évidemment, la veille, j'avais appris, tu sais, les pages ours où il y a les contacts dans les magazines sur la mode. Alors, le glamour, qui était qui était en print avant. Je mémorisais les noms, etc. Surtout des rédacteurs en chef ou rédactrices en chef. Puis je les balançais, tu vois. Mais cette question, c'est pointu. Mais en même temps, elle me testait. Donc, à l'issue de ça, du coup, j'ai eu un CDD qui s'est transformé en CDI dans cette agence qui m'a fait, du coup, j'ai fait mes armes là-bas. Donc c'est une agence événementielle et relations presse communication. Il y a des clients comme Off-White, je m'occupais de Rochas, il y avait La Perla, enfin il y a plein de boîtes comme ça. Et du coup, premier défilé, premier cocktail, enfin plein de choses quoi. Et là, ton rôle, c'est quoi exactement à ce moment-là? Mon rôle à ce moment-là, donc j'étais à l'époque, je crois, account manager, et donc du coup j'avais des clients à moi. Donc il y avait le relationnel avec les clients pour s'assurer que qu'ils étaient contents, etc. On organisait leurs événements, donc ça pouvait être des lancements de produits ou quoi, donc des cocktails, etc. On devait également avoir des parutions dans la presse, donc avoir la presse qui parle vraiment de ces designers-là, et organisation des défilés, où vraiment j'ai adoré. C'était vraiment là, j'y étais quoi. C'était le centre de tout ce que je voulais faire, et j'ai adoré. C'était super, et je crois que j'ai fait 3 ans du coup là-bas. C'est super intéressant, et justement, il y a une question qui me vient quand tu me parles de ce que je me dis, c'est un poste qui est quand même qui doit être sûrement très prisé. C'est ce que tu as toujours voulu faire. C'est quand tu veux travailler dans la mode, c'est hyper intéressant. Et je me dis, à ce moment-là, on t'a jamais parlé de ton diplôme que tu n'as pas eu au Non, final. c'est vrai. Ouais, t'as bien raison. Parce que je me dis, on parle toujours en France du diplôme, à quel point c'est important. Mais tu es partie à Londres. On sait très bien qu'en Angleterre, le diplôme n'a pas autant de valeur et que c'est vraiment le terrain qui prime. Et je me dis, après, tu es revenue en France et au final, c'est ton expérience qui a parlé. Parce qu'on t'a fait confiance. Exactement. Et c'est vrai que franchement, la partie diplôme dans mon CV aujourd'hui, il y a 2 choses. Mon BTS Com, et encore aujourd'hui, je sais pas si c'est une croyance que j'ai, mais les BTS, c'est pas les plus sexy. Et je crois que j'avais mis licence en marketing de la mode, mais en vrai, j'ai pas de diplôme dans ça. J'ai pas eu tous mes potes avaient été diplômés. Moi, j'ai pas de choses palpables. J'ai 6 mois de cours en marketing de mode. Et après, j'ai du terrain. Mais tu vois, ce que tu dis, c'est intéressant parce que ça me suit encore aujourd'hui, en revanche. Parce que j'avais une opportunité pour donner des cours dans une école de mode, dont je vais pas citer le nom, mais qui est une grande école de mode. Je connaissais quelqu'un en interne qui disait ça serait trop bien que tu fasses des cours là-bas, etc. T'as plein de skills. Donc moi, évidemment, mon syndrome de l'imposteur, mais je me suis dit, mais ce serait trop cool. J'adore. En plus, je travaille avec des jeunes, donc on y va. Et j'ai pas été pris parce que ils prenaient que des profs justement qui avaient un master. Alors que dans mon CV, on en parle peut-être après, mais du coup, il y a Carla Otto, il y a Dior, il y a LVMH, il y a... Et en fait, il y a l'expérience, en fait. Ouais, et finalement, c'est le diplôme qui... Mais tu vois, je suis pas étonnée. Parce que quand tu touches à la sphère éducation, là, c'est autre chose. École privée, quoi. École privée, oui, mais c'est classique. Ouais, mais ça faisait longtemps que ça m'est... Première fois que ça m'est arrivé. Et à 30 ans. Tu vois, après autant de bagages et tout, donc... se prive de quelque chose sous prétexte que t'as pas le diplôme, quoi. Voilà. Donc ça fait quand même quelque chose, hein. Ça a fait un coup, tu te dis, ah, ok. On m'en reparle quand même. Ouais. Okay. Ouais, c'est ça. Mais au niveau professionnel, on l'a jamais rien. On t'a jamais rien dit. Non. Ok. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ça prouve que il faut s'écouter et qu'il faut pas forcément suivre les dictats. Ouais, exactement. C'est plutôt, je dirais, en interne avec des collègues, tu vois, surtout au début, quand tu intègres une boîte, tu te présentes, on essaie un peu de savoir dans quelle case on va te mettre, etc. Et c'est là qu'en effet, moi, il y a une dissonance entre les personnes qui sont là, qui ont fait école de commerce ou vraiment des masters dans l'IFM, Institut français de la mode, etc. Moi, je suis là avec mon petit, mon BTS Com. Et voilà. Mais après, ça a été, je pense que j'étais tombée dans une agence aussi qui était très ouvert à l'international, donc qui fait que, ok, t'as travaillé chez Hussein, après t'as fait ça, donc ça a fait un pont. Oui, on te parlait de tes expériences, quoi. Mais c'est surtout, je pense, une personne que j'ai mentionnée, Isabelle, qui a fait que, par la suite, elle a juste vu, comme Hussein, je dirais, a vu le potentiel et qui m'a bien formée, parce qu'après, on en parlera, mais après 3 ans, du coup, je suis finalement partie. Et j'avais envie de changement, j'avais demandé une rupture co, qui était pas en 2016,
qui n'était pas forcément tendance à l'époque, Oui, qui non, l'est c'est plus aujourd'hui. Et finalement, j'avais besoin de changement et surtout besoin de besoin de repartir à l'étranger. Et on avait ce plan avec mon compagnon de partir en Australie. Et finalement, j'ai pas eu la rupture co, donc j'ai démissionné et je suis partie 1 an en working holiday visa. Donc ça, c'est visa travail, Exactement, vacances. exact. Et pourquoi à ce moment-là? Parce que je me dis, tu as un poste qui est quand même reconnu, tu as atteint tout ce que tu voulais. Ouais. Pourquoi à ce moment-là, tu décides C'est vraiment? tellement une bonne question. Ouais. C'est une très bonne question. Et en fait, tu vois, j'analyse ça aujourd'hui avec grâce à la thérapie et Oui. grâce à, tu vois, tout le travail que j'ai pu faire en introspection. Mais en fait, ça a tellement, il y a eu une fusée après mon bac que j'étais de façon identitaire. Je ne me reconnaissais pas. Je savais pas qui j'étais en fait. Ouais. Et en fait, c'est pour ça que moi vraiment ça m'était, comment on appelle ça? J'étais prétentieuse. On va pas se mentir. J'avais accès à tous les événements, Ouais. open bar, champagne, tout ça, des photos avec, bon c'est une photo volée, hein, Kanye West, j'ai pris un selfie avec lui, tu vois, j'étais bourrée. Oui. Mais tu vois, tu as accès à des gens comme ça. D'un Voilà. coup, tu prends un peu le melon, quoi. On va pas se mentir. Mmh. Et donc du coup, comme ça a été très très vite pour moi et j'étais très fière de ce que j'avais fait, etc. Mes parents très fiers aussi de voir Bah que oui, ça, t'avais réussi. j'avais réussi. Ma mère qui postait sur Facebook, en plus elle poste en anglais, tu vois, my daughter, etc. at a fashion show. J'ai invité ma mère à des défilés. Ouais. Donc Tu vois, pour enfin elle, ça c'était incroyable. Mais Enfin, exactement. oui. Mais du coup, de façon, si je me recentrer dans mon identité, j'étais complètement perdue. Je me sentais pas alignée en fait. Bah, et C'était puis clairement ça. au-delà du pro, j'imagine que tu savais pas vraiment qui t'étais parce qu'en fait, tu te définissais par tout ce que tu faisais au niveau professionnel, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est pas que j'avais perdu des amis aussi pendant cette ascension, mais j'avais pas pris le temps Ouais. de grandir entre guillemets, enfin identitairement parlant. Tu vois, mon identité d'origine asiatique, d'origine philippine, ça, tu vois, limite j'en avais honte, tu vois, genre c'était quand je te disais la dernière fois, j'ai inventé le métier de mes parents. Évidemment, dans ce métier-là, tu vas pas dire mes parents sont hommes et femmes de ménage. Ouais. Je voyais dans l'agence que les hommes et femmes de ménage qui étaient là étaient d'origine philippine parce qu'on se reconnaît un peu entre nous quand même. Je leur parlais même pas. Alors que Oui, tu reniais vraiment je tes reniais origines, vraiment quoi. mes origines. Et je Ouais. pense qu'un tout a fait que j'avais une petite voix, en tout cas, et je sais pas pourquoi elle était en anglais, elle disait "It's time", tu vois. Je sais pas, Ouais. It's time de quoi? Je sais pas de quoi tu parles. Mais du coup, je pense que j'ai eu un craquement qui a fait qu'il fallait que je fasse quelque chose de nouveau. Puis après, il y a eu le fait que je voulais avoir une promotion, ça n'a pas été donné. En fait, je pense que une accumulation. il y a une accumulation, puis l'univers qui s'en mêle, et puis le perso qui s'en mêle. Et ce qui a fait que, voilà, j'ai eu une crise, je crois que j'avais 25 ans quand j'y suis allée, je crois. Ouais, c'est Je sais plus super trop jeune. Ouais. Donc, tu avais déjà eu une super expérience professionnelle. 25 ans, tu te dis, bon, là, j'ai envie d'autre chose, quoi. Ouais, c'est ça. De vivre intensément, mais plus personnellement, quoi. C'est ça. Et Et donc, c'était risqué, hein, franchement, c'était super risqué. j'avais tellement peur de perdre cette étiquette qu'on m'avait mis. Surtout que tu pars en Australie pour aller travailler, j'imagine, dans des fermes ou dans des cafés. Même pas. Non, Ah même non, pas. même pas. Tu faisais quoi? J'ai semi écouté cette voix, It's time to change, tu vois. Ouais. Grâce à une styliste, du coup, avec qui je travaillais beaucoup dans l'agence, je lui dis, ouais, I'm going to Australia, nanana, j'adore et tout. Elle fait, ah non, il faut trop que je te mette en relation avec une agence RB là-bas. Donc pendant la Fashion Week, elle vient à Paris, je la rencontre, elle m'adore, on s'adore, ça se passe super bien. Et du coup, avant même de partir en Australie, j'avais déjà un boulot. Ah oui, donc tu vois, change tout. non, oui, voilà. Ouais. Donc je dis non, mais c'est le destin. Et donc du coup là-bas en Australie, on est resté 1 an avec mon compagnon et du coup donc j'étais pareil. Mon titre avait changé, c'était International PR Manager. Enfin là, du coup, je m'occupais en fait des marques australiennes et néo-zélandaises qui voulaient s'implanter, avoir un rayonnement en Europe et surtout à Paris parce que c'est la ville de la mode. Et c'était ça en fait ma valeur ajoutée dans cette boîte-là. Et j'étais en freelance du coup pour cette boîte avec mon PVT. Je sais plus comment ça s'appelle, PVT. Permis vacances travail. Voilà, avec ça. Et mais du coup, c'est incroyable parce que moi, quand tu me dis je pars en PVT en Australie, je me dis bon là, elle fait le grand saut entre le luxe et d'un coup une vie beaucoup plus simple. Mais non, en fait, c'est la continuité parfaite. Juste, tu continues cette ascension, mais à l'étranger. Mais tu sais, c'est grâce à notre discussion que je m'en rappelle là, parce que sinon j'avais un peu oublié. Mais oui. Alors que mon mec à ce moment-là, lui, il a travaillé en restauration là-bas. Oui. Et c'est ce que tout le monde fait normalement. C'est ce que tout le monde fait normalement, j'avoue. PVT, je me dis waouh, d'un coup, elle est là, oui, elle a tout plaqué. Mais comme quoi, on peut prendre un PVT, mais faire un travail dans
dans notre filière toujours, si on veut continuer. Ou alors, j'ai rencontré plein de potes là-bas, en effet, des Français qui ont fait dans les fermes, ou comme mon mec en restauration, en hôtellerie et tout. Donc, oui, c'est possible. J'avoue, moi, je n'ai pas fait ça. Oui, toi, c'était du coup c'est pas plus sympa parce que ça dépend de ce que tu veux faire à ce moment-là. Ouais, je savais pas. Je savais pas. Enfin, je parle vraiment de différents chapitres dans ma vie. Là, c'était ce que j'appelle en anglais, pardon, c'est très anglais, mais my childhood dream. Vraiment, c'était la mode. Ton rêve d'enfant. Ouais, exactement. Merci. Pour tous ceux qui parlent pas. Mon rêve d'enfant, c'était vraiment ça. Et du coup, enfin, en tout cas, d'ado, c'était vraiment ça. Et j'ai réussi à le faire. Et en fait, je pense qu'il y a une transition dans le womanhood dream, justement. Donc, du coup, dans le rêve d'adulte, de femme qui est en train de se développer. Et ça, on n'en parle pas assez, je trouve, parce que c'est OK, en fait, de vouloir changer de filière. Bien sûr. Sauf qu'à ce moment-là, j'étais pas encore totalement... Mais le curseur y était, tu vois. Je commençais à y aller. Parce que du coup, j'ai fait ça pendant 1 an et j'ai un peu commencé à, pardon pour le terme, mais à péter un câble. Finalement, je me suis rendu compte que ça m'allait plus. Exactement. Ça, en tout cas, je commençais à le voir. Et voilà. C'était vraiment le côté pro qui te convenait plus. J'avais besoin de plus de sens. Et à ce moment-là, il y avait moins de sens, mais l'environnement était incroyable. J'étais en Australie, je veux dire, après travailler dans un bureau, j'allais à la plage, j'allais à la piscine. Pas du tout les mêmes conditions qu'en France. Exactement. On organisait un défilé vers l'opéra de Sydney. Enfin, tu dis, ah ouais, c'est pas mal aussi ce cadre de vie. J'ai beaucoup aimé, attention, je dis pas le contraire, mais je pense que encore une fois, j'écoutais toujours pas cette petite voix. Et c'est pour ça que quand du coup l'opportunité de partir, donc il fallait partir parce que c'était 1 an de PVT. On s'est dit à la base le plan initial c'était de revenir en France. Puis finalement on s'est dit mais on n'irait pas dans la petite île à côté là, et c'était la Nouvelle-Zélande. Et c'est en revanche là que j'ai commencé à écouter ma petite voix. Et j'ai pas du tout travaillé dans le secteur de la mode. J'ai travaillé chez Zara. Et j'ai travaillé dans un spa après et j'ai adoré. Vraiment c'était libérateur en fait de me dire ok, je peux faire autre chose, je sais faire autre chose, parce qu'il y a aussi ce truc, est-ce que je sais faire autre chose? Ton ego en prend un coup quand même de dire, ah là, je suis en train de plier des affaires chez Zara. Enfin, tu vois, et alors que c'était pas du tout ça. En spa, donc j'étais à l'accueil, j'avais une tenue traditionnelle de spa thaïlandais et tout, les cheveux attachés, machin, et tu te dis, ah non, mais moi, j'étais dans les défilés avant, je comprends pas ce que je fais là. Et finalement, ça m'a, je sais pas comment dire en français, pardon, ground. Ça t'a remis les pieds sur terre. Ouais, exactement. Et surtout, j'étais plus heureuse. Et c'était génial. C'était le début de quelque chose, en tout cas. Et c'était précurseur quand même, parce que je me dis, t'es partie très tôt, parce que là, maintenant, aujourd'hui, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, PVT, c'est très tendance. Mais c'était vraiment les tout débuts. Tu devais être dans les premières. Je sais pas. Je sais plus comment j'ai connu ça, franchement. Moi, le seul regret que je dirais, c'est que c'est que je l'ai pas fait plus tôt. Parce que je crois que l'Australie, c'est jusqu'à 30 ans. Après, tu as d'autres pays, d'ailleurs, faut aller voir. Il y a le Mexique, il y a le Japon, c'est trop bien. Ouais, c'est l'expérience qui a fait changer un peu ton destin, finalement. Ouais, exactement. Et je pense que, il y a beaucoup de peur, évidemment. La chance que j'ai, c'est qu'on est partis à 2, donc il y avait. Ça, c'est sûr. Ça aide. Mais en revanche, le changement et la culture aussi est différente, quoi. T'es en Nouvelle-Zélande, tu travailles dans le spa. Ouais. Et après, tu te dis quoi? Parce que le contraste est quand même assez énorme entre ta vie d'avant et... Ouais, c'est clair. J'étais fière de moi de m'être écoutée enfin, d'avoir fait une pause. J'avais besoin d'une pause de la mode. Et du coup, c'était pas plus simple, le spa, parce que c'était un grand spa dans un hôtel. Et puis j'ai toujours choisi dans le luxe, c'est un hôtel de luxe. Il y avait le spa dedans. Et c'était un rythme très effréné. J'ai rencontré des personnes incroyables, pareil, de différents pays, mais également de la Nouvelle-Zélande. Dans le spa, on m'a proposé de prendre en charge un spa qui allait s'ouvrir un peu plus loin quand on habitait à Auckland. Et il y avait une petite ville à côté, ils allaient ouvrir un spa là-bas, ils m'ont proposé, est-ce que tu veux le prendre? J'étais en mode, mais c'est génial. Puis, je sais plus, c'était en tout cas spa manager, tu vois, un peu. C'était une belle opportunité. C'était une belle opportunité. Et je pense qu'on l'aurait pris si, en fait, si tu veux, mon compagnon a perdu son papa à ce moment-là, donc on a dû revenir en France. Mais grâce à cette conversation, je me rends compte que j'avais quand même eu cette opportunité-là. Et je me rappelle qu'à cette époque, ça m'avait beaucoup donné ça m'a reboosté ma confiance en moi. Bien sûr. De faire complètement autre chose. Et d'être reconnue dans ce que tu faisais. Exactement. Bien sûr. Et c'était le début, je pense, de cette détermination de me dire, ok, si j'entreprends quelque chose et que j'aime et que j'y vais à fond, je peux avoir. Et ça, c'est toujours un truc que mon père m'a dit. Et ça, si tu te donnes à 100% et que t'es toi-même, ça marche. Exactement. Et là, tu le voyais pour la première fois parce que t'étais pas dans ton secteur et ça marchait quand même. Ah, mais c'était je suis sortie de la zone de confort totale. Puis du coup, retour en France, finalement.
Je me rappelle que je voulais ouvrir une agence de communication. La fille qui s'écoute toujours pas. Donc, agence Oui, de c'est ce que tu communication. savais faire à Je savais l'époque. faire ça et C'est puis plus simple. j'aime Et toujours oui, ça aussi. Enfin, encore aujourd'hui, enfin, oui. quand on arrivera à 2024, on en reparlera. Mais pour faire rapide, je voulais. Donc, c'était en 2018, on a voulu lancer avec une amie que j'ai rencontrée en Australie, enfin 2 amies que j'ai rencontrées en Australie, une agence. Finalement, on l'a pas fait, mais c'était super intéressant parce qu'on a rencontré des potentiels clients. On avait commencé à faire un site internet. Enfin, ça avait pas mal avancé. Et puis finalement, cette fameuse Isabelle dont je parlais au début chez Carla Auto apprend que je suis rentrée d'Australie et elle est chez Dior à ce moment-là. Et elle me dit vas-y, viens. C'est incroyable. Et donc du coup, c'est là que à la base, je remplaçais une personne qui venait de prendre un poste qui a malheureusement eu un accident. J'étais devais être là pendant 3 mois et finalement ça s'est fini en 1 an et puis après j'ai eu d'autres missions freelance avec eux, mais pour dire en fait que quand on a des personnes qui croient en nous comme ça et qui sont nos mentors au fur et Ouais. à mesure, si on leur rend aussi l'appareil, qu'on est loyal et qu'on on respecte en fait la personne et le travail, Ah oui. enfin on ne t'oublie pas en fait. Bah, c'est de C'est un l'humain avant tout. secteur. En fait, on Exactement. se dit que quand c'est du pro, c'est du pro. Mais moi, je me dis toujours, en fait, tu sais pas ce qui peut se passer derrière. Tu sais pas ce Exactement. que la personne peut t'apporter. Juste garde le côté humain, sois toi-même. Ça t'apporte des Ouais, opportunités exactement. énormes. Ouais, c'est ça. Enfin, là, au final, t'as même pas cherché, elle est revenue vers toi et juste. Ouais, en plus, je me rappelle à cette période-là, c'était décembre 2018 et je savais vraiment, enfin, je sentais que l'agence, ça allait pas s'ouvrir. Je savais pas trop ce que j'allais faire. Et ouais, elle est arrivée à un moment, je me rappelle, je faisais une sieste. Et je vois mon portable sonner et je vois son nom. Je fais, mais ça fait 3 ans ou 2 ans qu'on s'est pas Ah oui. parlé. Et puis, du coup, et voilà, ça arrivait comme ça. Et puis, encore aujourd'hui, on se côtoie, Ouais. on s'écrit et quand il y a des opportunités, elle m'appelle. Donc Ouais, voilà. c'est une très bonne relation. Au-delà du Exact. pro, c'est une vraie relation humaine, quoi. Exactement. Ouais. Et du coup, tu restes combien de temps chez Dior? Enfin, comment ça se passe à ce moment-là dans ta vie? Au total, c'était 11 mois en CDD. CDD. Donc j'ai commencé en intérim, je crois. Ok. Après, je suis passée en CDD. J'ai adoré mon expérience. Mais c'était une maison et en fait, donc j'ai fait agence. Donc t'es pas dans la maison, dans Ah les oui. marques. Et là, en fait, je voyais l'autre côté. Et donc j'étais au sein du groupe LVMH. Enfin, c'était super. Et vraiment, c'était très intense. On va pas se mentir. Je finissais à Ah oui. 1h, 2h du matin. Mais en revanche, à côté, je voyageais à Dubaï, je voyageais à Rome. Enfin, il y avait des projets, mais incroyables. Cette maison, elle est très belle et ça ne s'arrête pas en fait. Et c'était une très belle année. Et je me rappelle, c'était en 2019 du coup. Et bien à la fin de mon CDD, elle me propose donc Isabelle me propose un job en fait, parce que mon titre à ce moment-là, je sais plus exactement, mais je m'occupais des marchés Europe et Moyen-Orient. Donc stratégie de communication, stratégie RP, et je m'occupais des régions en fait Europe et Moyen-Orient, là où on devait avoir une visibilité pour la maison. Et là, elle me propose un poste qui allait à un level un peu plus au-dessus. Et c'est là en fait que un peu je pense que la voix dont je te parlais avant l'Australie, elle commençait à se dire non mais ok, tu m'écoutes pas là, je vais t'envoyer des signaux. Ouais. Et ça c'était tout mon corps finalement qui, je me rappelle que j'étais très j'étais très crispée, un peu comme, c'est une image, j'ai pas totalement fait ça comme ça, mais je me sentais comme un fœtus qui devait se recroqueviller sur Recroqueviller. moi-même. C'est pas ça totalement qui s'est passé, mais c'était un peu le sentiment, tu vois. Et encore aujourd'hui, je me dis, waouh, j'ai eu c'est pas le courage, mais pardon, je vais le dire, les couilles, pardon, de dire non, de refuser ce poste. Personne n'avait compris à l'époque. Mes parents, mais qu'est-ce que je comprends pas pourquoi Ah t'as oui. pas pris. Et en plus, pour pas savoir ce que je voulais faire après. Ouais, juste, tu sentais que enfin, physiquement, ton corps parlait parce que t'écoutais pas. Exactement. Donc tu t'es dit, je peux plus. C'est exactement. Donc ça, c'était je sais plus, en septembre, octobre 2019. Donc on allait bientôt, il y avait un peu le son du Covid déjà qui arrivait. Ouais. Mais bon, ça c'était pas du tout, il y a pas de facteur là-dessus. Mais ouais, mais encore aujourd'hui, je me dis, waouh, mais Bah, t'as été comment j'ai forte quand dû même. dire non, enfin. Bah oui, c'est ce que je me dis. Après, je voyais tout le travail. Ça allait être très intense. Ouais. J'avais toujours mon syndrome de l'imposteur. Est-ce que vraiment je suis à la hauteur? Ah oui, après tout ce que t'avais fait. Ah, mais il Parce que est t'étais toujours quand là, même hein. encore super jeune. Oui, Je me dis, les postes que t'as atteints j'avais aussi jeune, 27, 28, ouais. c'est énorme. Ouais, mais moi et mon syndrome de l'imposteur, tu vois, là, on est assis, toi et moi, mon syndrome, il est là, tu vois. Mais on est amis aujourd'hui, tu vois. Et, mais à cette époque, je me souviens très bien que je me disais, non, mais, est-ce que vraiment je vais être à la hauteur? En plus, quand tu rentres dans des maisons comme ça, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, c'est impressionnant, qui restent là pendant 7 ans, 10 ans, 20 ans. Et je pense que c'est aussi beaucoup ça qui m'a fait peur. Je pense que j'avais besoin d'autre chose. Et donc, j'ai gentiment dit non. Je pense que personne n'a compris. Tu m'étonnes. Et sans savoir vraiment ce que j'allais faire. Vraiment, je pense que c'est ça qui me choque aujourd'hui, Bah c'est de oui. me dire,
tu dis non à ça, mais qu'est-ce que tu vas faire en fait? C'est ça. À ce Ouais. moment-là, tu avais entre guillemets plus rien du coup. J'avais rien. Et J'avais tu absolument te rien. dis quoi? Je me dis, OK Valérie, tu as 1 an et demi de chômage, prends le Ouais. temps. Du coup, je crois que j'avais fini mon contrat fin septembre ou début octobre. Mmh. Et c'était à l'époque où il y avait beaucoup de, comment on appelle ça, les manifestations et les grèves des Oui. transports. Donc moi, j'habitais, ce que j'ai pas dit, c'est qu'après la Nouvelle-Zélande, je suis retournée chez mes parents. Ah oui. Donc mon mec et moi, on est retournés chez nos parents. Donc Ça aussi, ça doit pas être simple. c'était pas simple. Oui, On va pas se j'imagine. mentir, c'était pas simple. Et puis ils habitent maintenant ils ont déménagé dans le 70, dans le 93 à Épinay-sur-Seine. Donc on a vendu notre château et parce qu'à un moment donné on a grandi, Oui. donc mes parents c'est beaucoup trop grand pour eux. Et j'ai dit ok, là t'as 1 an et demi de chômage. Prends le temps de te poser, de faire des choses que tu as toujours voulu faire, mais que tu avais comme excuse que tu Oui. travaillais trop. Donc je me suis mis à la lecture, à lire plus les informations, à écouter vachement plus de podcasts. Et c'était dur. Donc tu m'étonnes, le Il y avait contraste avec ta vie d'avant. Et puis D'un surtout coup, tu as que trop de temps pour toi. mais trop. Qui je suis? Mais Qu'est-ce que qu'est-ce je que j'en fais? fais de ce Bah temps? oui, Exactement. Maintenant, j'adorerais avoir ce temps oui, parce bien sûr. que j'ai fait la paix avec ça. Mais à cette époque-là, en effet, je voyais les autres avancer dans leur vie. Mmh. Je voyais mes collègues Mmh. au sein de la maison et tout faire des projets incroyables. Surtout que j'étais partie, je savais ce qui allait arriver en termes de projet. J'étais là en mode non mais vas-y, je vais faire Singapour avant et puis comme ça je pars après, Ouais. par exemple. Mais non, finalement, et j'avais plus de métro, boulot, dodo. C'était effrayant. Puis je voyais Oui. ma mère un peu quand elle partait au travail le matin en mode tu vas faire quoi aujourd'hui? Ouais, tu Et j'étais m'étonnes. sur le Même pour eux, canapé comme c'est ça, bah, mais bien c'est sûr. ça. Donc j'ai fait, j'appelle ce moment-là un peu, c'est très difficile de octobre à novembre, mais juste 2 mois, ça a été difficile parce qu'après j'ai eu l'idée de mon association assez rapidement, mais de façon très insouciante. Mais c'était un moment très dur parce que si tu veux, ce que je te disais, j'ai un peu pour moi, comment je l'illustre, c'est j'ai ouvert cette boîte de Pandore en fait, Mmh. à m'éduquer, à absorber plein de choses des actualités, et cetera. Je me suis rendu compte qu'on vivait dans un monde difficile, Ah ça. Mmh. qu'il y avait des violences partout, des inégalités. Et c'est là que je me suis dit: «Oh waouh, OK». Et puis au fur et à mesure, je me suis beaucoup renfermée sur moi-même et j'ai commencé c'était un début de dépression un peu parce Ce que j'allais te que demander, est-ce que tu penses que c'était un burn-out à ce moment-là? On n'en parlait pas trop à non, l'époque, mais est-ce que ouais. tu penses que c'était ça, un trop plein de Mmh. enfin, tu pouvais plus, en fait? Je pense en tout cas, j'avais pas été diagnostiquée comme un burn-out, Ouais. mais en tout cas, je me rappelle que je me sentais vide, quoi. Mmh. Je me sentais vide, il y a tu voyais toutes ces violences, tu voyais toutes ces Bah, oui. choses, puis en même temps, tu as la vie qui continue et je pense que j'étais restée au moins, 3 semaines à 1 mois dans mon lit, Oui, donc à pas c'était quand même sortir, tu ouais. vois? Et puis vraiment, j'ai cette image, comme j'avais appris justement, on en parlera après, mais moi aujourd'hui j'agis beaucoup sur, justement Mmh. l'égalité, des genres et contre les discriminations et cetera. Ça a été tout un cheminement, hein, évidemment, c'est facile d'en parler, mais à ce moment-là, je me rendais pas compte de toute la violence qu'il pouvait avoir parce qu'on est des animaux. L'être humain est un Oui. animal, on est en mode survie. Mmh. On est dans la jungle, sauf que Bien dès sûr. qu'on a une bulle, en fait, Mmh. et ben, On se rend pas on compte. se rend pas compte. Mmh. On se rend pas compte. Sauf que moi, j'avais plus cette bulle et je l'avais percée de façon consciente, hein, je savais. C'est pour ça que je parle de boîte de Pandore et là, j'ai découvert tous les maux du monde. Pour tout te dire, par exemple, quand j'ai appris sur les violences faites aux femmes, et tout ce qu'on pouvait vivre, qui pour moi était complètement naturel quand je me faisais harceler ou suivre dans la rue, je me disais: «Non, c'est normal». Alors qu'en fait, Bah, non, pas ça a du tout. toujours été comme ça, entre guillemets, surtout que si tu es née Exactement. à Paris, donc Exactement, ça, les regards, mmh. incessants dans le métro, je Oui. me rappelle, bah, c'est pas que je l'avais normalisé, mais je m'étais Ouais, c'est dit: OK, «C'est quoi, OK», c'est comme ça, de alors toute que façon. non, Mmh. c'était pas OK. Et je me rappelle du coup quand j'avais, un peu, déconstruit tout ça, que, je me baladais dans la rue quand j'osais sortir de chez moi. Je me baladais dans la rue avec, du coup mon manteau et la main dans ma poche et tu sais les poivres, les Mmh. Les bombes sprays poivrés? lacrymo, ouais. Ouais, exactement. Quand je sortais, que je prenais Ouais. le métro, j'avais ma main dedans Mmh. prête à dégainer au cas où, Mmh. quoi. Et donc Et en plus, tu développais une peur je de développais l'autre. une peur Ouais. de l'autre et de l'extérieur et des violences. Même ma façon de m'habiller, genre je mettais plus de jupe Mmh. parce que j'avais peur. Enfin, Oui, donc vraiment, c'était c'était devenu allé un vrai très sujet. loin. Ouais. Exactement. Heureusement, j'ai commencé à faire de la thérapie parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un truc. C'est surtout ma mère, je me rappelle, qui m'avait vue dans le lit comme ça, a pu sortir et puis qui m'a parlé en plus dans ma langue natale, donc le tagalog, Ouais. donc encore plus dur, tu vois, Oui. en mode mais tu vis pas avec la peur en fait. Mmh. Tu vis pas de la peur, enfin, bouge ton cul. C'était très violent quand elle m'a dit ça, évidemment, j'ai pleuré toutes les larmes de Ah, mon bien corps, sûr. mais ça m'a vraiment réveillée. C'était le Et déclic qu'il te fallait. exactement.
Surtout en venant de ta maman qui... Ouais, c'est ça. Qui généralement, tu vois, me donnait pas trop non plus de sermons, me faisait pas de sermons, Oui, elle te etc. Mais laissait là, vivre. je pense qu'elle commençait à avoir peur pour moi et du coup, elle a dit cette phrase et ça m'a réveillée. Et au fur et à mesure, du coup, je me suis rendue, ok, je vais aller faire de la thérapie, enfin, faire de Oui, l'introspection, m'aider un petit peu. Et c'est là, au fur et à mesure, grâce à la thérapie, parce que si tu veux, la thérapie était là et j'ai appris que j'aime bien le métier de psychologue. Je suis en mode, oh, c'est pas mal ce qu'elle fait oui. et tout. J'ai commencé à faire des cours de psychologie, du coup. Ah, trop Je m'étais intéressant. dit, voilà. Et puis, cette personne qui me donnait des cours m'a parlé d'une asso qui s'appelait Ticket for Change. Je sais pas si tu connais. J'ai déjà entendu parler. Ouais. Et Est-ce que... Ticket for Ouais, tu peux Change, du expliquer. coup, c'est une association qui propose différents programmes, surtout pour les personnes qui veulent donner du sens dans leur travail. D'accord. Et quand on parle de sens, du coup, avoir un métier par la suite qui a un impact Sur la société. social, environnemental, sociétal de façon positive. Et encore une fois, tu vois, enfin, c'est vraiment un lien m'a mené à ça. Et puis, du coup, en rentrant de ce cours de psycho, je regarde et puis je book, je crois, un programme explorateur. Donc, ça se passe en un week-end, pardon. Ok. Et pendant un week-end, du coup, tu t'apprends que tu peux faire un métier qui a du sens. C'est con, hein? Oui. Oui, ce qui n'était pas forcément ce que tu faisais avant. Exactement. Donc, Et c'était même pas t'apprends une le question. métier d'entrepreneur à impact. Ah, ok. Et tu fais des outils pédagogiques et psychologiques comme l'ikigai, par Ah oui. exemple, voilà. Savoir ce que tu aimes vraiment et ce pourquoi tu es. Exactement. Et pourquoi tu peux gagner de l'argent aussi, tu vois, parce que quand on C'est ça, parle en de fait. sens et d'impact, tu te dis pas que Mm. qu'on peut te payer Mm. pour ça, parce que je me souviens que grâce à la thérapie et toute cette introspection, je me rappelle, j'ai encore mon carnet dont on parlera après, Oui. où il y avait écrit en fait ce que je veux faire maintenant, c'est aider les autres. Aider. C'était mon verbe de vie en Oui. fait, aider. Mais comment tu vas être payé à aider? Mm. Tu vois, enfin, j'avais cette Oui, sur croyance-là. le coup, encore plus en venant du monde du luxe, c'est Ouais, complètement, exactement. enfin, ça Exactement. paraît fou. Et puis comme tu parles de ça, je me rappelle encore que j'avais cette pression. Je me disais non mais les gens du luxe vont pas comprendre ma Bah transition. non, J'avais peur de le dire sur LinkedIn, de oui, bien commencer sûr. Ah sur bah, Instagram. oui. Enfin tu vois, Mm. c'était et bon bref. Donc ça c'est donc en termes de timeline quand même. Donc Ticket for Change, je l'ai fait en février 2020. Ah oui, quelques mois après quand même, Ouais. Et c'était surtout juste avant le juste confinement. avant. Ah, ouais. Donc heureusement que j'étais contente de Mm. l'avoir fait avant en physique parce que Ticket Oui, for Change a continué mais en digital. Je pense que c'est pas pareil. la magie fonctionne mais c'est pas de la même façon. Mais en revanche, tu vois dans la timeline, donc septembre j'avais fini chez Dior, octobre je fais ma boîte de Pandore, début de Mm. dépression, etc. Et novembre je crée mon association Gen Club qui s'appelait Girls Club à l'époque. Et alors, à ce moment-là, pourquoi tu crées cet Je assaut? sais pas. Comment? Enfin, je Ouais. me dis, c'est Mmh. tellement loin de ce que tu faisais. Complètement. Ça En s'est passé fait, comment? ça s'est passé comment? Je vais le décrire, mais en gros, j'avais, donc du coup dans mon enfermement chez moi, Mm. j'en avais profité pour regarder des documentaires, des séries et cetera. Et il y avait beaucoup de documentaires justement, à l'américaine, à Michelle Obama et Mm. cetera, sur l'empowerment des filles, des femmes. Et du coup, je m'étais dit: «OK, c'est intéressant et tout» et puis surtout, ça me parlait beaucoup. C'était un besoin que j'avais à ce Mm. moment-là, tu vois? Mais c'est vrai que c'est très dur d'expliquer comment est-ce que je suis passée de ça à ça parce que je pense que ça m'a un peu menée à tout ça, mais je j'arrive même pas, regarde, je bafouille. Je ne sais Oui, pas comment oui, tu sais pas comment t'expliquer. Je ne l'expliquer. sais pas comment Et l'expliquer. ça s'est fait aussi naturellement. Ça s'est fait T'as naturellement. été intéressée par ces sujets, tu t'es renseignée, t'as Ouais. commencé quelque chose et en fait, après, Ouais, et puis c'est surtout, devenu c'était un logique. besoin que j'avais à ce moment-là. Mm. J'avais genre 27, 28 ans, complètement perdue, avec 8 ans de bagages quand Ah même oui, intéressants et dont j'étais fière. Mais en revanche, j'étais complètement perdue. Et je fais, mais c'est quoi, quel est le oui. sens de la vie et du travail si Mm. t'es perdue Oui. comme ça? C'était pas vraiment toi-même. Exactement. Et puis c'est comme ça que au fur et à mesure, j'ai dans ma tête, mais c'est ce qui est fou, c'est que ça c'est une fois que j'avais un peu écouté tout ça et que les signaux, tu vois, tu les embrasses comme il Mm. faut. Dans mon carnet justement, tout a été assez clair. Assez logique. Ce Ouais. qui est Gen Club aujourd'hui est pratiquement la même, enfin mot pour mot ce que j'avais écrit dans mon carnet en 2019 en fait. Et c'est du coup 3 heures du matin comme ça, je sais pas, je me suis dit je vais créer une asso. Je savais pas que c'était gratuit, mais j'ai payé un truc Mm. à 200 €, 300 €. Je me suis fait vraiment avoir. Mm. Et je mets voilà, Girls Club Paris. J'ai même pas checké si ça existait ou pas. Je paye 200 €, je ferme mon ordi. Puis le lendemain, je me réveille, je me dis ah, j'ai créé une asso. Bon bah let's go. Et puis du Ouais. coup, j'ai fait un site internet, j'ai commencé la page Instagram. C'était quoi le but à ce moment-là de l'assaut? Le but de l'asso qui s'appelait Girls Club, c'était vraiment de créer. À la base, c'était créer un espace pour les filles, pour les jeunes filles,
pour se sentir bien. Vraiment, c'était le mot. Les mots sont bateaux, mais c'est vraiment se sentir bien et je me rappelle que comment je le pitchais, c'était vraiment, pour moi, Girls Club est une plateforme pour s'exprimer, être écouté, être vu, être représenté. C'est comme ça que je le pitchais. Ça parlait à personne. Enfin, à personne. J'exagère, ça parlait à quelques personnes. Mais quand j'en parlais, par exemple, à mes collègues dans le secteur, ils disaient, OK. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'est perdue. Elle est complètement perdue. Elle est perchée. En plus, je sais pas où elle va devenir moine quelque part, je sais pas. Et, mais il y a quand même des amis qui m'ont soutenue, évidemment. Avant ça, quand même, j'avais différentes idées. J'ai pas eu tout de suite Girls Club, mais j'avais le spa aussi. Comme j'avais fait du spa en Nouvelle-Zélande, je me suis dit, je vais ouvrir un spa, ça va être génial, je vais ramener ce que j'ai appris en Nouvelle-Zélande à Paris. J'avais un deck, une présentation et tout. Et puis finalement, je suis allée plus vers l'associatif. Et c'est ce qui m'a amené là, quoi. Mais cette question que tu viens de me poser de comment est-ce que c'est arrivé, il faut que je raconte toute mon histoire pour... Enfin, en tout cas, je sens j'ai besoin de raconter toute mon histoire pour expliquer le pourquoi. Bien sûr. Mais à ce moment-là, donc, tu montes une asso et tu dis... Qu'est-ce que tu te dis, je vais faire quoi de ça? Parce que une associative, tu te dis comment je me rémunère, comment est-ce que je fais pour que l'asso soit connue. C'est vraiment le comment, quoi. Ah oui, le big comment. Parce que le pourquoi, tu l'avais, tu savais pourquoi tu voulais faire ça. Donc, quel était le sens derrière? Et maintenant, comment tu mets en place? Alors, je pense que j'ai d'abord travaillé beaucoup sur la com, comme je venais de là. Et en fait, ça m'a vite rattrapée parce que pendant le Covid, du coup, on était en confinement et ça a eu un succès en 6 mois, enfin un succès. Enfin, en tout cas, ça s'est vite propulsé de façon très rapide pendant 6 mois. Je me rappelle que du coup, je voulais organiser, donc on était en confinement, il y avait les webinaires qui étaient très tendance à ce moment-là. Je me suis dit, OK, génial, moi qui adore l'événementiel et la com et qui gère ça, je vais créer des webinaires par et pour les bénéficiaires, par et pour les jeunes, parce que ma cible, c'était les 15-25 ans. D'accord. Et ça l'est toujours aujourd'hui. Donc, au fur et à mesure, j'ai contacté différentes personnes dans l'impact, du coup, qui m'inspiraient. J'ai fait des Zoom cafés, etc., pour apprendre à les connaître. Et j'ai vraiment intégré le monde de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, au fur et à mesure. Mais encore une fois, tu sais, c'est écrire à des gens sur LinkedIn, tu vois, provoquer. Et là, c'est ce que j'allais dire. T'avais pas peur de provoquer de nouveau Là, du coup, non, je me rappelle, c'était un événement en ligne. C'était, je crois, 1 mois de live. J'avais 2 lives par 2 événements, en tout cas, par semaine, pendant 1 mois au mois de juin. Et donc, à la base, c'était beaucoup des événements. Et donc, ça avait bien marché. C'est-à-dire que, par exemple, on avait fait une table ronde. Donc, j'avais consulté des jeunes. En fait, on avait créé une sorte de communauté ensemble. Et je leur disais, voilà, j'aimerais beaucoup organiser un événement pour et par vous. Quels sont les sujets que vous voulez aborder et quels invités vous voulez avoir. Et en fait, moi, je suis là à votre service pour finalement cadrer et organiser tout ça. Tu mets tout en place. Exactement. Et puis, ça a bien pris. Et puis, en effet, on a eu des sujets sur le rapport au corps, sur la sens du travail, etc., ou sur les réseaux sociaux, la santé mentale. Et ça, c'était en fait mon rôle, c'était finalement de chef de projet de tout ça. Et au fur et à mesure, je me rappelle, on faisait des lives et puis des personnes m'écrivaient en mode, j'aimerais trop être bénévole et tout. J'étais en mode, c'est quoi être bénévole? Parce que je savais pas qu'en fait, je pouvais avoir une équipe. Toute seule. Je faisais tout toute seule. J'ai quand même cette sensibilité esthétique grâce à tout ce que je faisais avant. Donc, je voulais que ce soit un truc beau, que Girls Club soit joli, que ce soit vraiment parce qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, l'associatif, c'est pas la com et la direction artistique, c'est pas là où on met de l'énergie. Ce qui est normal parce qu'il y a, c'est pas tellement d'autres choses à faire. Exactement. Mais moi, je savais que dès le début, je voulais avoir une patte qui soit quand même visible, etc. Bah, c'était toi aussi, donc. C'est ça. Et aujourd'hui, on en parle encore. On aime beaucoup la DA de l'asso. Donc, merci. Donc, c'était, voilà. Et donc, du coup, voilà, au fur et à mesure, c'est les personnes qui sont venues me voir et qui m'ont finalement appris qu'on pouvait avoir des bénévoles, avoir une équipe, etc. Donc, on est monté de 5, 6, 7 bénévoles. Aujourd'hui, on est une trentaine. 100% bénévoles. On a 2 services civiques aujourd'hui. Je dirais que j'ai grandi en même temps que Girls Club. Que l'asso. Et surtout, je dirais que l'asso m'a sauvée aussi parce que si j'avais pas ça, franchement, Chloé, je sais pas ce que t'aurais fait. Mais même aujourd'hui, tu vois, Oui, c'est vraiment ton bébé. Exactement. C'est le projet qui a du sens pour toi. C'est exactement. Et on a tellement évolué depuis, tu vois, on a changé de nom, on s'appelle Gen Club aujourd'hui. Alors, à quel moment vous avez changé, justement? On a changé il y a 2 ans, je dirais, parce que, si tu veux, donc, pour présenter l'association, donc Gen Club, nous, on agit pour l'égalité des genres. Et quand on parle d'égalité des genres, ça veut dire qu'on accompagne les jeunes femmes et les minorités de genre, c'est-à-dire les personnes transgenres et non-binaires.
tranche d'âge 15-25 ans. Et concrètement, nous, ce qu'on fait, c'est on est là pour les accompagner dans tous leurs questionnements, justement, parce qu'entre 15 et 25 ans, tu vis tellement de choses. Bien sûr. Tu vis tes premiers choix aussi qu'on te demande c'est des années cruciales. C'est des années, exactement. Avec la pression de la société que tu te mets toi-même, hein. Je pense que c'est pour ça qu'on a cette tranche d'âge-là. Et du coup, nous, notre objectif, c'est de pouvoir les accompagner justement à faire des choix qui soient plus alignés avec elles et eux-mêmes et de vivre tout ça de façon plus sereine. Sereine, exactement. De pas être seule face à toutes ces décisions. Mais c'est ça. Et c'est dur, en fait. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, mes parents, APB, connaissaient pas du tout. Quand je leur parlais des vœux et que j'avais été acceptée nulle part, ils me disent, mais de quoi tu parles? Pas tout le monde n'a eu ce cadre où les parents pouvaient être assez présents pour accompagner sur les choix, etc. Ne pas se sentir seul face à toutes ces décisions que tu as à prendre à cet âge-là, c'est incroyable. C'est ça. Et je pense que l'asso est arrivé au bon moment aussi, parce que période du Covid, c'était encore plus compliqué de savoir qui tu étais et ce que tu voulais. Et pour la jeunesse, c'est terrible ce qui s'est passé. Enfin, quel moment tu veux te construire quand d'un coup on te dit reste chez toi. Enfin, tout est fini, reste chez toi. Et je me dis, t'as créé pile au bon moment. Enfin, ça peut pas être plus fort de sens que. Mais moi, j'en avais pas conscience, tu vois. C'est vraiment. Mais t'as dû avoir des témoignages incroyables à ce moment-là. Mais encore des bénéficiaires qui avaient 17 ans aujourd'hui et qui ont aujourd'hui la vingtaine. Enfin, je me dis, c'est trop beau, en fait. Bien sûr. C'est dur tous les jours, hein, attention, franchement. Et j'en envie pas de l'association. Et d'ailleurs, je sais pas si je vais en vivre, mais dans tous les cas, je sais qu'il faut une équipe fixe, salariée dans l'asso. Mais c'est dur. On va pas se mentir. C'est ce que je disais l'autre jour à une amie, c'est que si on me demande de recréer une asso aujourd'hui, si on me le propose, je dirais non. Oui, parce que tu sais à quel point c'est compliqué. C'est très difficile. Et c'est la forme d'entrepreneuriat, je trouve, la plus difficile, mais qui apprend énormément. Et on a beaucoup, on a beaucoup grandi là-dessus. Et juste pour revenir, du coup, donc ça, c'est ce qu'on fait, Gen Club, avec différents programmes. IAM, qui est un programme de 2 jours pour aider les bénéficiaires justement à mieux se connaître, à se recentrer. Moi, Valérie, qui je suis et qu'est-ce que je veux apporter dans ce monde. Et on a un programme de mentorat qui s'appelle Mentor Matching. Et après, autour de tout ça, gravitent différents ateliers qu'on fait pour les entreprises, mais également pour les jeunes, etc. Mais avant d'être ça, là, je suis à l'aise de te le présenter. Avant d'être ça, en fait, et de passer à Gen Club avec toutes ces offres-là, j'ai dû me déconstruire et m'éduquer sur tellement de choses. Minorité de genre, je savais pas ce que ça voulait dire. Les sujets LGBT, je savais ce que ça voulait dire un peu. Mais je savais, les violences, etc., faites aux femmes, les discriminations au travail, ça, je ne savais pas. Et en fait, si tu veux, pourquoi on a changé de nom aussi? Parce que Girls Club, finalement, par rapport à ce qu'on fait, le nom n'était pas adapté du tout. Parce que là, on met que les jeunes filles dedans, alors que notre spectre du genre est plus, nous, on le prend, je pense qu'on est l'une des premières associations, en tout cas, j'ose l'affirmer, qui prend vraiment le spectre du genre comme il est, quoi. Et donc, c'est pour ça que je me rappelle, pendant le confinement, je m'étais approchée de différents assos LGBT. J'avais écrit, je crée une asso, je suis pas une personne concernée par les sujets LGBT, mais en revanche, je veux que ce soit une association qui soit vraiment inclusive et qui représente vraiment ce qu'on est dans la société. Parce que peut-être que je suis pas une personne LGBT, mais en revanche, je sais à mon niveau ce que c'est de pas être inclus dans un espace, en fait. Oui, tu avais vécu plus ou moins aussi la discrimination d'une autre manière. Exactement. Et c'est de là que finalement j'ai rencontré une asso qui s'appelle le MAC Jeunes LGBT, qui m'a éduquée beaucoup sur ces sujets, déconstruit sur beaucoup de choses, parce que les termes qu'on peut entendre discriminatoires en entreprise et qu'on entend encore aujourd'hui, malheureusement je les édite. Et j'en suis pas fière, mais en revanche, je vais pas m'accabler là-dessus parce que je savais pas, en fait. On me sensibilise pas là-dessus. Et le but, c'est d'éduquer, donc. Exactement. Donc voilà, c'est ce qui a fait que le cheminement à Gen Club aujourd'hui, on va fêter nos 5 ans à la fin de l'année, ce qui est fou. C'est fou. Pour une association, déjà, d'avoir tenu ces 5 années, de grandir, c'est fou. Oui, mais surtout que les 3 premières années sont assez, c'est très, très dur et c'est encore très dur aujourd'hui, franchement, en termes de financement, d'équipe, etc. Mais aujourd'hui, je suis très fière de dire on va avoir 5 ans, on a une équipe incroyable et dans cette aventure-là, justement, ça m'a aussi beaucoup appris sur mon ego parce que, pour tout te dire, tout était, j'avais une idée, je voulais ça, on va faire ça, tu vois? Et en fait, non, c'est du collectif. J'ai voulu créer un espace que je n'avais pas forcément dans le monde du travail. Le monde du travail, c'est la jungle. C'est vraiment très difficile. On t'écoute pas forcément, on n'écoute pas tes besoins, on t'apprend pas à communiquer. Et en fait, tout ce que je n'avais pas aimé en entreprise, j'ai essayé en tout cas de le changer également chez nous. Et je pense que ça fonctionne parce qu'on a des bénévoles qui sont là depuis 2-3 ans. Aujourd'hui, on est aussi une équipe, je suis plus la seule directrice, on est 3 directrices. Ah oui. L'année dernière, si tu veux, j'ai fait un peu, là je peux le dire, j'ai fait un peu un burn-out associatif. Où en fait. C'était trop.
C'était trop. Ouais. Et en fait, j'étais en, comment on appelle ça, je me suis fusionnée avec Gen Club. On n'était plus qu'une personne. Ouais. Ce qui n'est pas sain. Non, pas du tout. Et donc, du coup, donc aujourd'hui, donc, je crois que c'était en août dernier, je voulais tout quitter, je voulais arrêter. Et puis finalement, j'ai pris le mois d'août justement pour un peu faire une introspection, faire ce que j'avais fait à l'époque après Dior. Et ça m'a bien servi parce que je pense vraiment que quand on est dans un état d'esprit où on se sent pas bien, faut aller dans ce trou. Rentre dans ce trou noir pour exactement pour comprendre ce qui se passe. Et finalement, ça m'a donné les meilleures idées d'être dans ce trou noir finalement. Et aujourd'hui, on développe l'asso en 3 piliers. On est 3 directrices et ça va mieux. En fait, je ne fais plus. Bah, t'es plus la seule personne Exactement. Et t'as du soutien et d'autres idées et du coup ça avance forcément mieux, plus vite. Et puis surtout un besoin important, j'avais besoin de liberté, un besoin humain de manger, donc il fallait de l'argent. C'est ce que j'allais te demander. Ouais. Parce que du coup t'as dit que tu te rémunérais pas avec Gen Club. Comment tu fais pour vivre? Alors quand j'ai lancé Gen Club, j'ai fait du babysitting. Ah oui. Pareil, donc travail d'ego. Bah, c'est ce que j'allais dire. Là, changer des couches. À part éveiller mon instinct maternel, c'est parce que voilà. Et puis parce que tu voulais. Exactement. Et puis t'es payé une misère. Enfin, et puis j'avais 29 ans, 28 ans. Enfin, tu dis que c'est pile la transition où tu dis tu vois tout le monde évoluer, construire réellement quelque chose. Et toi là, t'es en train de changer des couches. J'imagine ça devait pas être facile. C'est pas facile. Bah, pour tout dire, je crois que j'ai duré 2 mois. Et après, je me suis dit, OK, je vais faire du freelance. Et puis, au fur et à mesure, du coup, en effet, les contacts. Donc, j'ai fait du freelance chez Dior où j'ai fait différentes missions. Et puis après, ça a enchaîné finalement différentes autres missions au sein d'autres marques, au sein du groupe ou autres. Et c'est du coup, aujourd'hui, mon format, c'est du coup, je suis en freelance pendant quelques jours dans la semaine. Et à côté, j'ai l'association, ce qui me permet vraiment un équilibre de, OK, j'ai un cadre de vie et un goût de vie aussi qui est à mon niveau, parce que ce que j'ai appris surtout, c'est que faut pas que je réduise je ne veux pas en tout cas réduire mes envies ou mon cadre de vie à l'argent que j'ai. C'est-à-dire que, OK, ça, c'est mon standing. Bah, il faut que je fasse mon maximum pour y répondre, en fait. Sinon, je sais que je vais pas être heureuse. Oui, bien sûr. Ouais. Et c'est pas parce que tu travailles dans l'associatif que d'un coup tu dois réduire tes critères de vie, non. C'est ça. En même temps, il fallait faire la paix avec ça, en revanche, tu vois. Faut l'accepter. Ouais. Parce que je me rappelle les premiers événements dans l'associatif où je venais avec mon petit t-shirt Dior ou mes chaussures Dior, j'étais là en mode, ça détonne un peu, quoi. Voilà. Alors qu'en fait, pas du tout, ça détermine pas qui tu es, tu fais ce que tu veux. Ouais. Mais c'est juste que ça, il faut l'assumer. Exactement. C'est le plus dur. C'est le plus dur, c'est clair. Et donc, du coup, voilà, aujourd'hui, c'est le format. Donc, je suis freelance en communication événementielle. Et je suis également, du coup, fondatrice et directrice impact de l'asso. Parmi tant de choses, d'autres choses. Et j'ai d'autres projets. J'ai trop envie d'en lancer d'autres. J'en ai 4 au total. Et je m'étais dit que là, j'ai 32 ans, je vais avoir 33. Dans la vie que je mène, je vais essayer de les lancer. D'accord. Je sais pas jusqu'à où ça va aller, mais au moins, je veux pas avoir de regrets, je veux les lancer, tu vois. Aujourd'hui, tu es bien établie, tu as ces 2, Gen Club et la freelance, c'est un bon équilibre. Je me dis, mais qu'est-ce que tu veux pour ta vie future? Quelles sont tes nouvelles ambitions? Bien sûr, j'imagine que Gen Club continue. Oui. Que pour la freelance, ça se passe bien, mais tu dois forcément avoir d'autres envies. En fait, ça m'a ouvert tellement Le champ des possibles. Le champ des possibles, en fait. Encore une fois, souviens-toi, je te parlais de rêver grand quand j'étais petite et je suis très contente d'avoir gardé ça. Et j'ai envie d'autres choses, en effet. Il y a des choses qui n'ont rien à voir ensemble, tu vois. Est-ce que tu peux partager un petit... Je peux, bien sûr. J'aimerais beaucoup... alors, je vais pas dire ce que les projets, mais en tout cas, il y a un projet où j'aimerais beaucoup mettre en avant ma culture, justement, aux Philippines. Donc, il y a ça. Donc, l'acceptation, c'est énorme. Le chemin parcouru est énorme. Ah, mais bien sûr. Et aujourd'hui, je poste des trucs sur les Philippines, sur Instagram, je parle et j'en suis très fière. Donc, il y a ce côté-là. Je vais le dire. Tu sais quoi, on va dire ce que c'est. Moi, je vais manifestation du truc et comme ça va arriver. Bien sûr. Voilà. Et puis, comme ça, tu pourras me l'envoyer en mode, regarde ce que tu as dit il y a 5 ans. Non, tu dois le faire. C'est ça. J'ai plus le choix. Bref, on va pas tourner autour du pot. Donc, j'aimerais beaucoup ouvrir un restaurant philippin. Pareil, avec cette sensibilité esthétique que j'ai, etc., qui sont un peu cool kids, voilà. Ton image, quoi. Faut que ce soit vraiment toi qui incarne. J'espère, écoute, pouvoir mettre. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que à Paris, il y a 3 restaurants philippins. Et encore, la culture philippine n'est pas connue. On connaît la cuisine chinoise, vietnamienne, thaïlandaise. Et encore, il y en a beaucoup qui font l'amalgame de l'ensemble. Donc, la culture, voilà. Culture philippine avec un restaurant que j'aimerais beaucoup ouvrir.
À chaque fois, je me dis qu'il faut que je me pose sur au moins juste un vision board, tu vois. J'aime bien commencer par ça. Bien sûr. Me projeter. L'autre chose, c'est que j'aimerais beaucoup ouvrir une école alternative. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que j'ai du mal je veux avoir des enfants, tu vois, et j'ai du mal à me dire que je vais les mettre dans ce cadre d'éducation aujourd'hui sur lequel je suis pas forcément alignée. En même temps, les écoles alternatives, c'est très cher. C'est genre 5 000 € l'année, alors que, enfin, tu vois, c'est au plus C'est même. un luxe, hein. Et en fait, j'aimerais toujours créer, du coup, une école alternative qui soit accessible et qui soit limite pilotée par les gens, les personnes du quartier, en fait, tu vois, par les familles du quartier. Enfin, bref, c'est pas très bien construit. Oui, mais une idée, de toute façon, ça a un lien avec tout ce que tu as déjà fait. C'est juste la continuité. Je pense que c'est une extension un peu de tout ça. Et j'aimerais beaucoup m'inspirer justement de ce qu'on fait en Norvège. Enfin, les pays du Nord sont très avancés là-dessus. Donc, une école. J'avais déjà donc ta deuxième personne avec qui je le verbalise. Donc, écoute, on verra. Ça, c'est très difficile, je pense, mais écoute. Après, c'est très difficile, mais il y a peut-être des étapes intermédiaires qui font que tu peux faire quelque chose. Ça peut avoir du sens et c'est pas forcément... Et puis surtout, je dis une école, mais ça peut se transformer en autre chose, tu vois. Donc, voilà. Donc, il y a ce projet-là et j'ai pas lâché mon projet de spa. Parce que je trouve qu'on ne retrouve pas forcément ce que j'ai vécu en Nouvelle-Zélande. Et surtout maintenant avec ma sensibilité dans l'impact, j'aimerais beaucoup que ça soit un spa inclusif. C'est-à-dire que tu vois, j'aimerais beaucoup, par exemple, des nouveaux immigrés arrivants, justement, pouvoir les former sur ces métiers-là, leur donner du travail, grâce aux clients, aux clientes qui seront là, peut-être avoir une conversation pour les aider à parler en français, etc. J'en sais rien. En fait, il y a un peu cette idée-là et que ça soit vraiment un espace juste qui soit représentatif de ce qu'est notre société et qui a toujours tu vois, une sensibilité dans l'impact. Oui, c'est trop bien. Donc, c'est 3 projets, puis le 4, c'était Gen Club, donc c'est plutôt pas mal. Ce que j'adore vraiment, c'est qu'il y a 0 limite, en fait. Tu rêves en grand et surtout, c'est pas... Tu te limites pas à un cadre. Enfin, ça n'a rien à voir, les projets. À la fois, ils sont tous plus ou moins liés, ils ont tous du sens. Avec tout ce que tu as partagé jusqu'à maintenant, on comprend pourquoi ces projets. Mais je me dis, en fait, tu te dis pas, par exemple, j'ai jamais travaillé dans la restauration, donc je peux pas faire un resto. Non. Tu te dis, j'ai envie de le faire, donc pourquoi pas. Alors, cette voix, elle est là, hein. Cette voix, t'as jamais fait ça, mais ça t'empêche pas. Et ça, moi, je trouve ça incroyable. Et c'est aussi pour ça que je t'ai invitée sur le podcast, parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est exactement ce que j'ai vu de toi. C'est vrai? Bah oui. En fait, moi, c'était au moment de ma vie où j'étais justement perdue. Je rentrais aussi d'un séjour à l'étranger qui s'était pas très bien passé. Et d'un coup, toi, tu me parles de tes projets et tu me dis, voilà, j'ai fait ça comme ci, comme ça. Et je me dis, mais oui, en fait, c'est possible. Juste à partir du moment où tu te dis, je vais le faire, je me donne les moyens, au pire, t'essayes, tu vois. Oui. Et ça, j'adore. Vraiment, je trouve que c'est génial. Ça, je le dois à mes parents, franchement, je pense que... Oui, parce qu'ils sont venus, ils ont... Ah oui, il y a rien à apprendre la langue, etc. Et tu vois, il y a un exercice dans Ticket for Change où ils demandent d'envoyer des textos à des personnes pour dire, voilà, quels sont les talents ou un peu les qualités que tu vois en moi, enfin, quelque chose. Et j'étais très étonnée de voir justement que j'ai le mot déterminé. Et vraiment, des personnes qui ne se connaissaient pas du tout m'avaient envoyé, t'es une personne déterminée. Et j'étais là en mode, ok, je prends, tu vois. Et ça faisait du bien d'avoir un mot qui est un peu qui me parlait bien. Et évidemment, tout ça, j'ai énormément de peur, hein, surtout maintenant d'avoir lancé un premier projet et que je vois à quel point c'est difficile. Bien sûr. C'est exactement pareil avec le podcast, de se dire, c'est toujours plus simple de se dire, oui, je veux le faire. Mais quand tu lances vraiment, tu te dis, en fait, j'en ai parlé, maintenant, je dois le faire. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est cool. Mais c'est ça qui est important de dire, c'est que je trouve que le message que j'aimerais faire passer, c'est que il faut créer ces opportunités, il faut y aller. On en a parlé juste tout à l'heure et il y a rien qui va arriver sur nos, tu vois, là. Que tu provoques. Il faut provoquer à sa façon, hein, de faire rester de façon très authentique. Je dis pas qu'il faut, tu vois, aller à une conférence et du coup parler si t'es pas confortable. Enfin, moi, je suis pas du tout confortable, par exemple, à faire ça. Mais en revanche, tu sais, des petits cafés informels, etc., que ce soit sur Zoom ou en physique, ça marche toujours. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les gens adorent parler d'eux. Bien sûr. C'est humain. Il y a pas, on adore parler de nous. Et c'est flatteur. Oui, c'est flatteur. Exactement. On te demande, on te sollicite. C'est ça. Donc, bien sûr. Tout le monde est content. Tout le monde, voilà. Et donc, du coup, s'il y a un petit pas, je dirais qu'il faudrait, qu'on pourrait actionner, c'est ça. Et ça fait trop longtemps que j'ai retardé un peu ces petits cafés pour mon deuxième projet. Et écoute, c'est trop bien. on espère, j'espère en tout cas. Ça me parle beaucoup et j'ai très envie de le faire.
Ouais. Et j'ai Il n'y a pas de besoin raison que ça ne fonctionne pas. Si Ouais. tu mets de l'envie, de la détermination, Ouais, c'est ça. Mais tu vois, je demande souvent, parce qu'on pourrait continuer à parler Oui, des heures. c'est clair. J'ai encore plein de questions, mais on va plus ou moins clôturer le podcast et je demande toujours à la fin quel est ton mantra, la petite phrase que tu te répètes et qui t'aide à avancer. J'imagine que là, tu viens de répondre plus ou moins, c'est vraiment des petits pas, Ouais. oser. Et est-ce que tu as quelque chose que tu Ouais. voudrais faire passer Bah, la phrase que j'ai, bon, alors en anglais, je suis désolée, mais on va la traduire. Oui. C'est à chaque fois vraiment, c'est I got this. C'est genre vraiment, je peux le faire, quoi. Ouais. Je peux le faire. Alors, je dis pas que tous les jours c'est facile à le Non, dire, bien sûr. mais tu vois, je le dis, I got this. Je peux le faire, je vais y arriver à ma manière, à mon image, à ma façon. J'ai pas besoin de faire 3000 posts sur LinkedIn, etc. pour être. J'ai envie, Oui. et je l'avais fait pendant un moment, mais ça demande beaucoup de travail. Mais en tout cas, je peux le faire. Je peux le faire. Ouais. I got this, je peux le faire, et même quand ça va pas, tu peux le faire. Surtout quand l'amour de ce que tu es en train de faire justement est là-dedans, et la passion, même si les personnes autour de toi n'y croient pas forcément, Tant et que que ça toi leur t'y parle crois, pas. bah, bien Tant que sûr. toi tu y crois, je pense que. Et c'est vrai que cette phrase, elle est assez bateau, mais ouais, c'est vraiment. C'est vraiment ça, quoi. Ouais. Et rêve grand. Enfin, il y a pas de limite, quoi. Oui. Ah bah, Au pour le pire, coup, tu t'es les bien la écris. preuve qu'il n'y a pas de limite et que tu peux Bah, passer écoute, d'un j'espère. projet à un autre J'espère. sans problème. Et quoi. encore aujourd'hui, tu vois, tu me dis ça, mais moi je me dis, j'ai encore rien accompli, quoi. Oui, alors que C'est mon syndrome de l'imposteur, mais on est on se best dit tous, friend. bien sûr. Oui. Mais tant que tu fais les choses et que tu t'en empêches pas, en C'est soi, ça. ça va. Je pense que le plus grand regret que j'aurais, c'est de pas justement essayer. De pas avoir osé. Ouais, de pas avoir osé. J'ai beaucoup d'amis qui ont beaucoup de projets aussi dans leur tête, et moi je leur dis, mais vas-y, essaye, ou pose-le, enfin, fais un vision board ou écris, tu vois, un peu le Au truc. moins, juste de l'écrire, c'est le conscientiser. C'est ça. C'est déjà un énorme pas. Ouais, exactement. Non, mais Donc c'est ça serait génial. mon petit message. Et alors, je vais terminer le podcast en te posant la dernière question un peu signature. Je t'ai demandé d'emmener un objet qui est là avec nous. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est et pourquoi cet objet? Ouais. Bah, c'est le fameux carnet, du coup, que j'ai ramené, qui est un peu tout ma tête. C'est un peu mon cerveau, mes émotions, mon corps et mon cœur là-dedans. J'ai justement commencé à écrire vraiment, mais le premier lundi après avoir gentiment refusé ce qu'on m'avait proposé chez Dior. Et c'est un carnet jaune, justement, où il y a tout, et je dépose tout, en fait. Et surtout, ce que j'adore faire, ce que j'ai appris grâce à du coaching, à la thérapie de personnes qui m'ont accompagnée, c'est les mini-mois. Les mini-mois, c'est en fait, je me pose, donc c'est comme Vice Versa, tu sais, le film d'animation, où je pense vraiment que j'ai différentes Valérie. Donc il y a Valérie peur, il y a Valérie déterminée, il y a Valérie, voilà. Et dans ma tête, du coup, on est toutes là. Et puis il y a des moments, du coup, je fais une fois par mois des mini-mois, le board des mini-mois, où du coup je laisse parler Valérie peur, Valérie colère, Valérie tristesse. Génial. Et vraiment, elles parlent, hein, franchement, elles y vont. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir les laisser s'exprimer, parce qu'à un moment donné, comme tout, on va y avoir une grève. Il y en a une qui va faire la grève et qui va faire la tête sur le coin de ma tête. Et l'objectif, justement, c'est d'être alignée, parce que et j'aime beaucoup faire via mon carnet. Et c'est pour ça que quand tu m'as posé la question, justement, je m'étais dit, je vais ramener mon carnet. Il y a toutes les Valéries là-dedans. Oui, c'est vraiment toi, quoi. Ouais, et j'adore le relire. Les moments super down, quand j'étais pas bien, avoir 3 semaines après que j'avais une énergie folle, parce que ça me donne espoir, justement, à me dire, OK, je passe par différentes phases. Oui. Mais je peux le faire, quoi. I got this, encore une fois, je peux le faire. Et tout finit par passer, et tant que tu fais ce que tu veux. C'est ça. Ah, mais c'est trop bien. Bah écoute, merci. Je suis ravie de cette conversation. C'était super intéressant. Très thérapeutique. Merci beaucoup. Ça fait très longtemps que j'avais pas fait de podcast. T'es pas la première à me le dire. C'est vrai. Tu vois, je trouve ça génial. C'est le but. C'est hyper inspirant. Je n'ai aucun doute là-dessus. Je te souhaite beaucoup de bonheur, plein de réussite dans tes projets. Et à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, Chloé. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Odyssée jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'a plu. Rendez-vous tous les dimanches à 16h pour un nouvel épisode. En attendant, abonne-toi pour ne rien rater. À très vite.